Merci de nous préférer sur la télé du 21e siècle. Bienvenue dans cet autre numéro de l'émission Diagnostic aujourd'hui, consacré essentiellement sur le thème notamment de la gouvernance en Guinée depuis 2010. Alors, on reviendra dans cette émission sur les différents gouvernements que la Guinée a connus sous la gouvernance d'Alpha Condé, mais aussi c'est la question de ce nouveau gouvernement qui est en charge de diriger la transition, à savoir quelle est l'analyse comparative qu'il faut faire entre ces deux équipes gouvernementales et qu'est-ce qu'il faut espérer avec cette nouvelle équipe gouvernementale dirigée par Mohamed Beavogui pour nous conduire notamment vers un retour à l'ordre constitutionnel. Pour en parler dans cette émission, je reçois sur ce plateau pour vous M. Ibrahima Balaya Diallo, président du Forum civil guinéen. M. Diallo, bonjour et merci d'être avec nous dans cette émission. Vous êtes un habitué de l'émission Diagnostic. Okay, merci beaucoup, bonjour. Merci à Nuhu Baldé, avec qui je vais partager le plateau. C'est un vrai plaisir de le rencontrer. Également dans cette émission, nos seconds invités dans cette émission Diagnostic pour sa grande première d'ailleurs, dans cette émission, Nuhu Baldé, administrateur général du site guinématin.com. Merci de reprendre notre invitation. Merci M. Barry, merci de l'invitation et merci aussi à M. Diallo d'accepter de partager cet échange. Et bonjour à tous nos téléspectateurs. Bien, on va commencer cette émission par une sorte de regard rétrospectif qu'on peut faire notamment sur la gouvernance du président dessus Alpha Condé. Il faut dire quand même que sous son temps, on a connu beaucoup de gouvernements, du gouvernement de Mohamed Saïd Fofana, celui de Kassori en passant par Youla. Et on a toujours été quand même servi sans être satisfait. Alors aujourd'hui, après le recul, nous, Baldé, qu'est-ce que vous pouvez retenir des différents gouvernements qu'on a connus sous l'œuvre du président qui a été renversé le 5 septembre dernier par le CNRD? Je pense que l'ancien président Alpha Condé a surpris quasiment tout le monde. Ouais. Déjà à son arrivée, vous savez qu'en 2010, Alpha Condé, c'était l'homme neuf, l'ancien opposant historique. Donc, on était évidemment curieux de savoir avec qui il gouvernait, parce que je pense qu'il est important de le rappeler. Alpha Condé a refusé totalement de collaborer à la moindre collaboration avec les systèmes qui l'ont précédé, que ce soit Sékou Touré, dont il était un des critiques, et opposant plus tard, et Lansana Conté, dont il était le principal opposant, même s'il n'avait pas forcément le poids qu'il revendiquait, parce qu'on sait qu'en 1998, quand Siradio et Bahamadou ont fait une alliance, ils ont pris le devant. Donc, Alpha Condé était très attendu et pratiquement tout le monde a été surpris d'apprendre que c'est Mohamed Saïd Fofana qui était dans le système, qui devenait son premier ministre. Mais vu que c'était un homme nouveau qui vendrait le changement, qui promettait... Le choix du Premier ministre n'était pas en adéquation avec le profil qu'il nous a toujours fait montrer. Non, et surtout les attentes. On se disait, il y avait quand même une grande coalition, le RPG Arc-en-Ciel. Parce que c'est le RPG qui a combattu Lansana Conté, mais pour gagner les élections, on sait qu'Alpha n'avait que 18%. Et il a fallu le concours de plusieurs autres partis politiques venus de toutes les régions, de pratiquement toutes les tendances politiques, parce que tendances politiques, on en parle peu dans notre pays. Mais il a fallu l'arc-en-ciel pour que le RPG puisse... Absolument, et les gens laissaient entendre que Saïd Fofana venait d'un parti allié dirigé à l'époque par Kassori Fofana, qui a fini par fusionner. Donc c'était une surprise, parce que on voyait plutôt les Lucéni Fall, les Lansana Kouyaté, les Badiko, d'autres en tout cas leaders qui étaient là, qui étaient en vue et surtout connus du grand public. Mais il nous a sorti Mohamed Saïd Fofana, finalement surnommé Imam, parce qu'il comprenait tout le monde, il essayait de conseiller. C'était quand même quelqu'un qui n'était pas un va-t-en-guerre, qui venait
les domiciles même des opposants pour essayer d'expliquer, pour essayer de plaider. Le gouvernement qu'on appelle le gouvernement de récompense, hein, c'était le premier slogan. C'était le premier slogan, mais récompense même n'a pas été tel qu'on l'a cru. Ouais. Parce que vous vous souviendrez sans doute que Lansana Kouyaté, qui était quand même un apport de poids, il a jeté le pont, c'était pas forcément respecté c'était pas forcément parce qu'il avait plus de militants, mais c'était le monsieur le monsieur réseau international qui a apporté, selon certains, assez d'argent à la coalition RPG Arc-en-Ciel, et qui n'avait que deux ministres, qui a été trahi pour tout le reste, parce qu'on a appris par après qu'on lui avait promis assez de députés, assez de gouverneurs, de préfets, d'ambassadeurs, de conseillers, de directeurs nationaux. Vous avez été un peu déçu, rien que par la nomination du ministre Mohamed VI. C'est clair, c'est-à-dire qu'on a parlé de partage de postes, de récompenses, mais récompenses, c'était juste l'impression que les gens ont eue. Alpha a gouverné, je pense qu'on va développer par après, mais justement, Alpha a gouverné avec ses hommes, pas forcément en tenant compte des aspects qu'il a mis en avant. Ouais. Alors, Balaya, votre regard également sur la gouvernance Alpha Condé en termes d'équipe gouvernementale. C'est vrai qu'il nous a sorti assez de slogans, mouiller le maillot, gouvernement des récompenses. Mais est-ce que vous, vu ce qu'il a été, vu l'espoir qu'a suscité l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir, est-ce que vous avez été surpris qu'un tel monsieur presque qui a passé une bonne partie de sa vie du côté de la France puisse être aussi pris en otage par ces pratiques? Merci beaucoup, mais par expérience, moi je comprends un peu l'itinéraire, le parcours des opposants historiques. Parce que je peux donner un exemple pour faire un peu d'histoire. J'étais là quand Abdoulaye Wade a été nommé en l'an 2000. J'ai poursuivi ce combat. J'étais jeune étudiant à l'université de Dakar. Lors de l'élection qu'il a portée au pouvoir, je vivais en France. Je suis venu par mes propres moyens pour participer à la campagne électorale, pour travailler dans sa communication et tout. Mais je vais vous dire une chose. À force d'avoir combattu des régimes, il se retrouve finalement sans ressources intellectuelles à l'intérieur du parti. Alpha Condé est arrivé au pouvoir, nous l'a dit tout à l'heure, avec 18%. Avec 18%. Il était obligé de se colorer en arc-en-ciel pour pouvoir arriver au pouvoir. Mais le problème, c'est qu'à l'intérieur de son parti originel, il n'avait pas assez de personnalité pour aujourd'hui proposer pour asseoir un gouvernement. Il était obligé de puiser par-ci, par-là. Or, quand on remarque aujourd'hui Alpha Condé, c'est un hyper-président qui n'a pas l'habitude de partager. Il trouve cette légitimité dans son parcours. Il considère que son parcours a été long, parsemé d'embûches, et que la victoire lui appartenait. Les autres ne font qu'accompagner, justement. Donc, il fallait avoir une aile molle, ce que j'appelle une aile molle dans le gouvernement. Et Saïd Fofana, à un moment, et même celui qui l'a succédé, Youla, il a été cette aile molle du gouvernement, justement. C'est-à-dire, c'était des bénis oui-oui qui étaient là juste pour aller inaugurer de tout ce qui était assez insignifiant aux yeux du président. Le seul truc, c'est que quand, maintenant, avec l'arrivée de Kassori Fofana, c'est une autre grande gueule de la politique, et même du landerneau politique guinéen. C'était toujours notamment sous. Non, mais attention. C'était pas aussi évident que ses deux prédécesseurs. Non seulement Kassouri, c'est un politique qui a une mainmise sur l'administration guinéenne. Il faut se rappeler, il y a plus d'une vingtaine d'années, il avait envoyé toute une génération d'étudiants aller étudier au Burkina. Et ce sont ceux-là, 20 ans après, qui sont devenus les grands chefs dans les administrations guinéennes. Donc, c'est quelqu'un qui avait une certaine assise, justement. Mais vu le contexte politique, Alpha Condé en avait besoin. Il avait besoin de lui et il fallait conjuguer avec lui. Maintenant, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu une gestion solitaire. Maintenant, c'est ce qui a abouti à ce qui a abouti. Il y a eu toute cette gestion solitaire. Alors, avec le président. nous aussi, c'est des gouvernements notamment de récompenses. On a assisté également à la mise en place d'un gouvernement de mission, comme nous a fait comprendre Kassori Fofana quand il a été nommé à la tête du dernier gouvernement d'Alpha Condé. Mais en réalité,
l'espérance des Guinéens n'ont jamais été répondues par les différentes équipes gouvernementales sous l'ère d'Alpha Condé. Selon vous, qu'est-ce que vous avez retenu de plus en termes de causes qui ont conduit Alpha Condé à l'échec en termes de résultats vis-à-vis des attentes du peuple de Guinée? Bon, je pensais qu'on allait venir Premier ministre par Premier ministre. Déjà, Kassori Fofana, je pense que c'est à ce niveau qu'on peut penser à une récompense ou à des récompenses, parce qu'on a vu des gens comme M. Diallo parlait de Kassori Fofana qui est une grande gueule, mais on a vu d'autres grandes gueules comme Abakar Silla, comme Mouktar Diallo et d'autres piochés au niveau de l'opposition ou même de la mouvance présidentielle, mais qui savaient s'exprimer, qui savaient surtout attaquer l'opposition. C'est le cas de Makanera, Jean-Marc Teliano et Tibou Kamara et d'autres personnes qui sont venus. Je pense que l'échec est parti justement de ce jeu politique qui n'a pas malheureusement quitté Alpha Condé, même après avoir accédé à la magistrature suprême. C'est-à-dire que Alpha, président de la République, s'est continuellement mis à se battre politiquement, à combattre des gens. Il n'a pas su incarner la fonction. Gouverner le pays pour exactement. Les Guinéens. Il n'a pas su incarner la fonction de chef d'État, parce que le chef d'État, il oublie un peu qu'il a un adversaire. Il se dit qu'il doit être au-dessus de la mêlée, qu'il doit lever un peu le pied, pas continuer à accélérer contre son adversaire, et donc tenir compte de tout ce qu'il y a comme problème que lui-même a su peut-être diagnostiquer à travers son parcours politique, son combat, parce que quand on mène le combat, on le fonde sur les problèmes qu'on a remarqués et qu'on dénonce. Et donc, quand on est chef d'État, on est appelé à résoudre ces problèmes et non continuer à les dénoncer. Or, Alpha Condé, je pense, il a passé son temps à faire la même chose. À dénoncer, on se souvient très bien qu'il s'est permis même de nous regarder en face, parce que quand un chef d'État regarde les caméras de télévision, il regarde le peuple. Et il dit, lui-même, il dit à rien qu'il a été victime d'arnaque, qu'on l'a arnaqué 300 000 $, parce qu'il a reçu un étranger, qu'on lui a fait croire que c'était un ingénieur qui pouvait apporter ci et ça. Donc, il a passé son temps dans les combines. Il a malheureusement oublié qu'il était chef d'État, qu'il devait régler tous les problèmes, et le peu qu'il a fait, c'est de choisir des gens qui savent insulter et non des gens qui sont des techniciens qui peuvent régler des problèmes. Voilà, sur la même question. Oui, mais vous savez, le problème, c'est que quand il dit le populisme, c'est-à-dire qu'il consiste à insulter les élites, il n'a fait que cela, justement. C'est-à-dire qu'il est apparu lui-même comme étant l'homme neuf, qui n'a pas d'antécédent, parce qu'il avait ses collaborateurs, mais il n'y croyait pas. Pour preuve d'ailleurs, il avait son gouvernement parallèle, composé de qui? De sa vision panafricaniste. C'était des Ivoiriens, des Maliens, des Sénégalais. Même des Français. Et même des Français. Mais je vais vous dire une chose. J'ai suivi une émission en Wolof où un célèbre avocat sénégalais dit les 5 ministres qu'il a lui-même briefés pour qu'il soit ministre dans ce pays, justement. Donc, et il l'a dit d'ailleurs une fois. Quand le jour où il a dit que les cadres de sa communauté, c'est des voleurs. Mais ce qu'il voulait... En fait, il n'a fait que du populisme durant ces 10 années. C'est quoi le populisme? C'est de détruire les élites. C'est tout simplement ça. Et de les rendre responsables du chaos ou des crises, etc. Donc aujourd'hui, moi je crois que c'est en cela qu'Alpha Condé est une faillite guinéenne. Pas faillite individuelle d'Alpha Condé, mais c'est une faillite guinéenne dans la mesure où même toutes les forces sociales, les corporations, tout ce que vous voulez, l'ont laissé faire justement. Alors qu'il était passé de mode où aujourd'hui quelqu'un seul peut être un hyper-président. Ce n'est plus possible, justement. C'est-à-dire composer avec une équipe. Justement parce que tout simplement, tout ça c'est hérité de la 5e République française, où le président a beaucoup de pouvoir, justement. Et nous, on lui a laissé ce pouvoir. Il était le judiciaire, il était le législatif, parce que même ceux qu'on a appelés le député Covid,
Mais c'était des choix qui avaient été faits en amont. Bien. Chacun savait combien de places il devait avoir dans la nouvelle Assemblée de 2020. Le double scrutin. Le du double 22 mars de dernier. 2020, oui. Oui. Chacun savait le nombre de députés qu'il devait avoir. Alors- Tout cela, et nous l'avons laissé faire, justement. Parce que nous n'avons pas, même si nous avons dénoncé, nous avons dénoncé de loin en loin, Bien. parce que nous n'avons pas voulu le regarder en face. Et pour, Alors, vraiment- nous, la question de la lutte contre la corruption, Alpha en avait fait notamment sa principale mission. Il a été presque le président dénonceur, mais il n'a jamais pris des actes concrets dans ce sens. On a vu, mais c'est seulement un des cadres de cette alliance, notamment Paul Moussa Diawara, qui a été la première victime de l'opération, mais après, ça s'est estompé. Est-ce qu'on peut dire que Alpha était plus un président qui n'avait pas la vision de la gestion étatique? C'est ce qui était le problème, ou bien tout simplement, il a composé avec des mauvais Guinéens? Avant l'arrivée de Alpha au pouvoir, vous vous souviendrez de la lutte qu'il y a eu pour que Lansana Conté soit obligé de nommer un premier ministre. Justement. Et quand Souaré est venu, après donc Lansana Kouyaté, moi je suis de ceux qui avaient critiqué la position d'Alpha Condé. Qu'est-ce qu'il a fait qui était à mon avis à critiquer? C'est le fait de refuser totalement de participer à la gestion du pays. Alpha a refusé de répondre à l'appel de l'ancien Premier ministre Ahmed Tidiane Souaré, qui a souhaité composer avec tout le monde. Alpha est resté avec ses hommes, M. Diallo le décrivait tantôt, il n'y avait pas de personnel. Pas seulement avec le pays, Alpha fut quand même l'un des rares opposants historiques qui n'a presque pas un parcours sur le plan international, dans les institutions, dans les organisations. Nulle part, Alpha n'a pu... Entièrement d'accord, Ouais. mais je suis en train de dire que à côté, il aurait pu quand même donner la possibilité aux cadres du RPG Justement. de participer à la gestion du pays. Il aurait pu avoir des ministres, des gouverneurs, d'ambassadeurs, mais il a totalement refusé. Donc il est arrivé ignorant de tout ce qui se fait au niveau d'une administration publique et malheureusement pour nous, pour le pays, il était à la tête, il était celui qui devait impulser, contrôler, accompagner et malheureusement le Guinéen, il se laisse faire. M. Diallo dit qu'on n'a rien fait. Certains se sont battus, ont fait la prison, d'autres ont été tués. Malheureusement, il a utilisé l'ethnostratégie. Il faut le reconnaître. Il a utilisé l'ethnostratégie pour gouverner, stigmatiser des gens, gouverner avec des bénis oui-oui pour... faire ce qu'il a voulu. La lutte contre la corruption, c'est au contraire l'entretien de la corruption. Je pense que la corruption a plutôt été professionnalisée au temps d'Alpha Condé. Professionnalisée parce que au départ, les gens peut-être qui le faisaient se cachaient. Aujourd'hui, bon, en tout cas au temps d'Alpha Condé, on voit des gens qui le font carrément et qui constituent des groupes de jeunes, de femmes pour son soutien manifester politique. Ouais. leur soutien Ouais. au président et c'était suffisant pour fermer les yeux sur tout ce qu'il faisait. Vous avez parlé de Paul Moussa Diawara qu'on présente comme une victime alors que c'est l'un des nombreux coupables. Ouais. À mon avis, Paul n'a rien pu démontrer, en tout cas par rapport aux accusations qui ont été formulées contre lui au tribunal de première instance de Kaloum. Je retiens très souvent les sorties du procureur Sankon qui expliquait que des cadres comme Paul Moussa empêchaient les enfants du pays d'étudier, empêcher les Guinéens d'avoir des hôpitaux parce que c'est des milliards et des milliards C'est 45 milliards. de nos francs voilà, qui ont été détournés quelquefois par des faux trucs. Sekou, comment il s'appelle? En tout cas, l'autre accusé qui n'a jamais comparu, Oui. c'était pareil. Des séminaires, comme vous disiez, avoir tenu au Maroc, en France et ailleurs, qui n'ont jamais existé. Je vous dis, c'était une professionnalisation du détournement. Et ça se passait sous les yeux du président qui était plutôt complice, qui comprenait, qui peut-être les protégeait. Parce qu'on a vu, comme vous l'avez rappelé, il y a eu que Paul Moussa qui a été jugé, condamné, même si lui aussi a utilisé l'argent infusible. Voilà, infusible. Mais même lui, il a utilisé l'argent dont on a parlé parce que la condamnation n'a pas été appliquée. Justement. Il est sorti de prison, il est allé
battre campagne, montrer qu'il était encore avec le président de la République et c'était suffisant. Donc, la carte d'appartenance, notamment au président arc-en-ciel, à l'époque où le soutien politique d'Alpha Condé était une sorte de carte blanche dédiée à tout le monde pour se livrer à toutes sortes de pratiques au sein de la... Ce que nous avons oublié toujours sur le parcours d'Alpha Condé, il avait un discours. Toute l'obsession d'Alpha Condé, c'était comment mourir au pouvoir. Il l'a dit une fois. Il dit, mais Sékou Touré est mort au pouvoir. Lansana Conté est mort au pouvoir. Pourquoi pas moi? Donc aujourd'hui, dans tout son cheminement, dans tout son parcours, tant que vous l'aidez à consolider son propre pouvoir, il n'y a pas de problème. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Aujourd'hui, il y avait même des combines qui se faisaient au niveau, dans son cercle restreint, où les gens parfois disaient même qu'il y a un complot en préparation. Il dit, mais comment régler ça? Il demande 10 milliards rapidement pour désamorcer la paix. Mais ça, c'est des choses. Ça, c'est des choses. Ça, c'est des choses qui ont existé dans ce pays. Parfois, on dit que oui, moi, je peux récupérer une partie de Télimilé ou une partie de Lilouma. Qu'est-ce qu'il faut? Non, il faut 5 milliards. Donc, on décaisse l'argent. Il y a eu des gens, aujourd'hui, on les a amenés au sein de leur propre communauté, surtout au niveau du Fouta, où on leur envoie de l'argent par l'entremise de certains commerçants ici, et qui même reviennent sur ce régime, dans ce régime de transition, qui envoient de l'argent par Orange Money, des cinquantaines de millions qu'ils envoyaient. Parce que le gars, il est arrivé dans son village, il a dit que bon, il a réuni toute la panoplie, l'imam, les femmes, les enfants, les jeunes. Et on sait également, ces réunions, c'était sur fond... Justement, justement. C'est-à-dire que le système, c'était quoi? C'était faites ce que vous avez envie de faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon Kibani. C'est mon Kibani qui m'intéresse, tant que mon Kibani est protégé. Parce que ce que nous ne disons pas, depuis 2018, pratiquement, Alpha Condé est séparé même de certains cercles du pouvoir. Il y a beaucoup de ministres, ils te diront peut-être qu'ils n'ont pas vu Alpha Condé 2 ou 3 fois. Ils ne le rencontraient presque plus. Parce que tout simplement, le gars était omnibulé par son truc. C'est pour cela que quand il y a un proverbe wolof qui dit le sang de l'animal que tu immoles gicle toujours entre tes mains. L'histoire des forces sociales, c'était pour amaigrir l'armée régulière, l'affaiblir justement. C'était ça. Ils sont super armés au détriment de l'armée régulière qui était là, plus nombreuse, mais il y avait un groupe qui était là et malheureusement c'est ce qui a eu raison de lui. Heureusement. Alors, heureusement parce que s'il malheureusement voilà. Alors pour terminer, nous, il y a quand même une des affaires qui a ébranlé le sommet de l'État en Guinée et qui vis-à-vis de laquelle beaucoup pensaient qu'à l'époque Alpha ou même son premier ministre devrait réagir. C'est un peu la question de ces 200 milliards qu'on a connu avec Nabaya Gate, mais malheureusement on a vu le gouvernement s'aligner directement derrière celle qui est présumée coupable. Et tant d'autres cas de détournement, jamais il n'a été question notamment de justice et même de sanctions de la part du président de la République. Vous savez, quand on débattait de cette question, il y a un intellectuel guinéen qui est dans l'administration qui m'appelle. Il me dit, vous discutez de 200 milliards parce que c'est ce qu'on a voulu qu'on discute. Sinon, les problèmes de ce pays dépassent de loin cette affaire. Et comme vous le dites, le gouvernement s'est aligné. Et on a vu la dame qui est accusée d'avoir opéré en tout cas d'avoir été au cœur de ce détournement, même si elle n'était pas seule, mais au cœur de ce détournement, elle-même portait plainte contre les journalistes qui ont révélé cette affaire. Donc c'est un peu la gouvernance Alpha Condé et malheureusement le Guinéen nous dénonce le plus souvent que quand ça ne l'arrange pas, parce que l'affaire là, et les journalistes ont souhaité eux-mêmes qu'il y ait procès, parce que vous savez, elle a porté plainte, les journalistes sont allés, elle s'est rétractée, elle a essayé de négocier l'arrêt des articles et tout ce qu'il y a eu. Le gouvernement, à l'occasion d'un conseil interministériel, a sorti un communiqué pour se
pour se positionner contre les dénonciations. Et on a une haute autorité de la communication qui a essayé de calmer le jeu parce qu'on sait qui est qui dénonçait. Je pense que le problème qu'on a eu, c'est que les gens n'ont pas eu l'audace qu'il a fallu dans un dossier comme celui-là. Parce qu'il se raconte que la dame était dans un réseau qui n'était pas peut-être celui d'un certain nombre de cadres de la présidence, comme les Kiridi Bangoura et d'autres, qui ont révélé l'affaire, mais qu'il y avait d'autres affaires que eux voulaient cacher pour démolir l'ancien Premier ministre Kassori Fofana. Justement, et lui aussi, il avait son clan. Il avait son clan qui a essayé par le Premier ministre et le porte-parole. L'idéologue même, l'idéologue des derniers jours d'Alpha Condé. D'Alpha Condé qui nous a fait croire que sans Alpha Condé, c'était... Bien, on me fait signe qu'on va aller vers notamment la pause dans cette émission pour la première partie. On reviendra tout à l'heure après cette courte pause pour continuer cette émission Diagnostic. De retour dans cette émission pour la deuxième partie de l'émission Diagnostic consacrée essentiellement notamment à la gouvernance en Guinée depuis 2010 avec les différents gouvernements que le pays a connus sous le magistère d'Alpha Condé et puis également, et c'est la question dans cette partie également de gouvernement de la transition. Alors nous, Baldé, on parlait également de la corruption qui a été toujours le sport favori des différents gouvernements qu'on a connus sous l'ère d'Alpha Condé, mais la dernière équipe a plutôt brillé par rapport notamment à Nabaya Gate. Mais malheureusement, ça n'a pas eu cet objet de courage de la part du chef de l'État pour notamment sanctionner. Est-ce que ça ne peut pas être l'explication d'une sorte de déclic mental? Quand vous regardez le discours de prise de fonction du CNRD, on fait cas de la corruption. Et je pense que pour moi, Nabaya Gate a été l'affaire qui a choqué le plus les Guinéens. Parce que ça s'est arrivé au moment où le pays était asphyxié sur le plan social avec la crise sanitaire, alors que tout le monde était là. Et finalement, c'est l'État qui s'est sucé sur le dos du peuple de Guinée. Oui, je pense que c'est l'une des attentes qu'on a de cette transition, c'est d'éplucher ces dossiers qu'on a connus et surtout d'auditer les institutions parce que, comme je vous le disais tantôt, certains pensent que l'affaire de 200 milliards a juste été une qu'on nous a vendue parmi plusieurs autres. Et donc, il serait intéressant qu'on revienne sur tous ces aspects, sur l'enrichissement illicite de nos cadres. Et les magistrats, quand ils ont rencontré le chef de la junte, ils ont expliqué qu'ils n'avaient pas les mains libres. Je pense que c'est l'occasion d'édifier l'opinion. Et peut-être que c'est pour cela qu'on ne permet pas aux anciens dirigeants de sortir le pays. On espère donc que Nabaya Gate... Avec la crise, ce qu'on n'a pas compris, en tant que journaliste, comment est-ce que vous avez pu expliquer ça alors que tout le monde était presque dans une crise? On augmente le prix du carburant, on augmente tout en Guinée. La dernière, notamment loi rectificative sur la finance, le président de la République se bombarde avec notamment le budget et puis tous ces cas de détournement. Qu'est-ce que cela vous a inspiré en tant que journaliste à cette époque-là? Bon, je trouve que nos anciens gouvernants ont peut-être dilapidé assez de fonds à l'occasion du double scrutin et de l'élection présidentielle, surtout de la campagne. Peut-être qu'à côté aussi, beaucoup d'entre eux ont sécurisé ce qu'ils avaient parce que le troisième mandat n'était pas gagné d'avance. Vous vous rappelez de ce qu'il y a eu en 2019 et 2020 avant l'élection présidentielle. Donc, ils étaient apparemment sereins, mais réellement inquiets. Et certainement, ils ont... comme si chacun se préparait à la fin. Donc, on profitait du coup sur la manne financière. C'est l'impression, moi, que j'ai eue. Les gens ont pris tout ce qu'ils avaient, ils ont sécurisé ailleurs. La Guinée n'était pas suffisamment rassurante. Ils ont dû évacuer ce qu'ils avaient. Et surpris peut-être qu'ils étaient de rester dans les affaires, ils étaient obligés de pomper ailleurs pour trouver assez d'argent. Vous avez parlé du gonflement, vous avez
parlait du transport, mais il y a aussi cette double taxation, on n'en parle peu, mais c'était extrêmement grave sur la téléphonie mobile, il y a eu une double taxation. Donc les gens ont utilisé tous les moyens pour s'engraisser, pour continuer à nous sucer, l'économie guinéenne, et ayant eu le contrôle du pays, et croyant être totalement à l'abri de tout autre risque, ils pouvaient se permettre de tout. Malheureusement, c'est des gens dont l'humanisme ne pouvait se comparer qu'au livre que Dadis nous lançait très souvent. Le fait de se permettre de tuer pour rester au pouvoir, d'emprisonner des gens pour rester au pouvoir, on ne peut pas compter sur des gens comme ça pour penser au panier de la ménage. Balaya, en tant qu'acteur de la société civile, il y a également Alpha Condé, durant ces 10 années de gestion, il a été également le président qui aurait brillé dans plus de promesses présidentielles. On a vu un étudiant, une tablette, une femme, une machine. Intérieur, une machine. Justement, intérieur, une machine, des usines de bonbons, de biscuits. Qu'est-ce que tout ceci vous inspire après, notamment le recul en tant qu'acteur de la société civile? Mais vous savez, on ne peut pas gérer un pays par des slogans. Tout ça, c'était des slogans creux. Un étudiant, une tablette, etc. Alors que on sait comment même la connexion est dans ce pays, justement. Donc tout ça, bon, on en a cru. On a cru aux paroles d'Alpha Condé. Et il nous disait une chose. Vous savez, moi, ce qui me plaisait chez Alpha Condé, il annonce toujours ce qu'il doit faire. Il dit, plus le mensonge est gros, plus on y croit. Plus le Guinéen croit. Oui. Ça dit qu'à chaque fois qu'il devait faire quelque chose, je vais tuer l'opposition, il se prépare. En fait, lui, il annonce déjà et il exécute sur le terrain. Malheureusement, bon, c'est vrai que nos hommes politiques n'ont pas de conseils en communication politique. Ils ne nous recrutent pas pour les conseiller, malheureusement. Mais parfois, c'est des choses dont il fallait se prémunir, justement. Alpha a fait cavalier seul. Il y a eu l'épisode du FNDC, justement, qui a permis aujourd'hui un sursaut de conscience. Ah oui, le FNDC qui est l'élément déclencheur. Justement, un sursaut de conscience où il y a eu cette rencontre hybride entre acteurs sociaux et acteurs politiques. Cette structure, cette entité s'est dressée contre Alpha Condé. C'est vrai que cela n'a pas été facile, ça a valu des exils. Ça a valu des emprisonnements, etc. Ça a valu des morts. Mais justement, de graves violations des droits de l'homme. Moi, je suis défenseur des droits de l'homme. Nous, je crois que quand il a été réélu pour le 3e mandat, j'ai dit, mais au moins, puisqu'on sait que les questions des droits de l'homme, c'est quelque chose qu'on ne peut pas régler sur un laps de temps. Sur un laps de temps, c'est un processus. Bon, nous, on attendait Alpha Condé même sur cela, d'ailleurs, sur la question de la violation des droits de l'homme. Malheureusement, c'est allé de mal en pis. Et puis, il y avait tous ces crimes économiques dont vous avez parlé tout à l'heure, et qui ont fini par plomber même les alliés les plus proches. Parce que les forces sociales, c'était quoi? C'est que le robinet était en train de tarir, justement. Parce que les forces spéciales. Les forces spéciales, c'était ça. Le robinet était en train de tarir. Parce que le coup d'État, là, moi, je le qualifie de coup d'État de légitime défense, justement. Ou c'est le président qui passait, ou c'est le chef des forces spéciales. C'est pour cela que même, d'ailleurs, je sais qu'on va... Quelqu'un d'ailleurs m'a dit ça quand j'étais un peu euphorique par rapport à Mamadi Doumbouya. Il dit, attention... Toi, tu penses que Mamadi est venu vous sauver? Non, mais Mamadi s'est levé pour se sauver. C'était de la légitime défense, justement. Et c'est quelqu'un qui avait un gros budget, qui avait près de 500 hommes. Il avait ses hommes à Forêt-Caria. Mais finalement, le robinet a commencé à tarir, justement. Et on lui en voulait. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que les gens ne veulent pas dire. Tous les grands autocrates, au crépuscule de leur carrière, de leur gouvernance, deviennent des autistes. Ils ne voient plus rien, ils n'entendent plus personne, ils sont isolés. Parce que les systèmes les isolent. C'est ce qui est arrivé à Alpha Condé. Maintenant, autour d'Alpha Condé, il s'est créé des groupuscules. Il y avait au moins 2 ou 3 groupuscules. Justement. Et le fait, la loi rectificative des finances qui s'est passée, c'était un moyen pour voler. C'était pas pour augmenter, non. C'était une technique de vol.
Moi, on m'a démontré il y a quelque temps, parce que j'étais à l'intérieur du pays, j'ai fait 3 semaines avec une institution internationale où je faisais... Il y a des personnalités de premier ordre qui m'ont expliqué comment la corruption se faisait. La loi des finances rectificatives servait à cela. Le fait de gonfler le budget, c'est-à-dire c'est ce surplus-là que les gens se partageaient. Bien. Et les gens s'entendaient sur le dos d'Alpha Condé, qui était de plus en plus isolé. Les gens n'avaient plus son numéro de téléphone. Beaucoup de gens n'avaient plus ce numéro de téléphone. Il n'y avait que quelques personnes qui pouvaient l'appeler. Voilà. Alors, en parlant de la gouvernance Alpha Condé, c'est vrai qu'il a été celui quand même qui a envoyé cette théorie en Guinée. L'Assemblée nationale dédiée à la forêt, le Conseil économique et social dédié au Fouta. Non, ça, il ne l'a pas dit, c'est après qu'il l'a fait. Et je pense qu'il a dit la primature à la Basse-Guinée et l'Assemblée à la Guinée forestière. Il s'est rattrapé. On savait qu'il était de la Haute-Guinée. En tant que président. Le Fouta, la Moyenne-Guinée a estimé qu'elle n'a rien eu. Bien. Et puis, il a placé Hadji Rabia Toussera Diallo à la tête du Conseil économique et social. Je pense que... En quoi ceci a été un mal de prendre dans une seule préfecture, dans une seule région, 3 premiers ministres durant ces 10 années de gestion? Il y a d'abord Saïd Fofana, et puis Yula et Kassere Fofana. Je pense qu'à ce niveau, quelles que soient les critiques qu'on avait contre Lansana Conté, on lui reconnaissait ça quand même. Ouais. Il a pu gouverner avec pratiquement toutes les communautés, toutes les régions, toutes les ethnies, contrairement à Alpha Condé qui recrutait en fonction de, c'est vrai, l'apport politique, mais surtout qui montrait qu'il y avait des ethnies qui ne voulaient pas voir d'autres ethnies, ou qu'il y avait des communautés qui ne voulaient pas voir d'autres communautés, ou alors cynique qu'il était, faisait croire qu'il y avait une communauté qui en voulait à toutes les autres communautés. Donc c'était pas une bonne chose. Heureusement pour nous les Guinéens, c'est lui qui concevait ça, et malheureusement pour lui, la mayonnaise n'a pas pris, ça n'a pas passé, il a imposé. Aucun d'entre eux n'a pu... Et c'est pour cela que ça n'a pas marché. Ça n'a pas donné. Le Premier ministre, il les a choisis à Forêt-Caria, mais ça ne lui a pas permis d'avoir la Basse-Guinée, parce que c'était l'objectif, tout le monde le sait. Et il a séduit, il a cru avoir séduit la Guinée forestière, mais il suffit de voir le résultat des dernières, de la dernière élection présidentielle pour se rendre compte que la Guinée forestière n'a pas voté pour lui. Et même la Haute-Guinée, il y a plusieurs zones où il a perdu, alors qu'il croyait que c'était son bastion imprégnable. Et donc, je pense qu'il avait son discours et sa méthode de gouvernance. Et malheureusement pour lui, ça n'a pas pris. Il croyait pouvoir prendre les consciences, il n'a pas réussi. Le coup d'État est là pour donner l'exemple. C'est un fils de la Haute-Guinée, un fils de Kankan, qui est venu le renverser. Et Alpha a toujours dit qu'il n'y a jamais eu de coup d'État ici en Guinée contre le président en exercice. Et qu'il n'y en aura jamais. Et qu'il n'y en aura jamais. Il a été le premier à en être victime. Je pense que le mal qu'il a commis a légitimé l'action de Mamadi Doumbouya, quoique, comme le disait M. Diallo, peut-être que les motivations n'étaient pas celles qu'on croyait, mais les méfaits de la gouvernance Alpha Condé a permis à ce qu'il y ait l'euphorie qu'on a constatée pendant ces 2 mois. Alors, à présent, on va s'intéresser au gouvernement de la transition, parce que désormais, c'est l'actualité. Après quand même 1 mois, ça a été difficile peut-être pour le colonel Mamadi Doumbouya de coucher ce gouvernement, mais finalement l'équipe elle est complète. Alors c'est vrai, sur ce gouvernement, la composition, il y en a assez de débats, son premier ministre aussi. Alors quel est votre regard d'analyse d'abord sur le premier ministre, mais sur la façon dont cette équipe gouvernementale a été composée, parce que ça, ça a été vraiment au compte-goutte en termes de nomination de ces ministres. Oui, mais ce n'était pas évident. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un petit groupe qui a pris le pouvoir, justement.
ils n'avaient pas leurs hommes, ils n'étaient pas préparés à arriver au pouvoir. L'idée de base, ce n'était pas de faire un coup d'État pour arriver au pouvoir. Hein. C'est-à-dire, je crois que l'appétit est venu en cours de route. Hein, en cours de route. Et puis l'autre problème, c'est que il fallait... On a l'habitude de dire que l'appétit vient en mangeant. Et là, l'appétit est venu en marchant sur ce couturier. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu énormément de CV qui ont été déposés. Plus de 10 000 CV ont été déposés dans ce pays. Et il fallait équilibrer. Lui, il a été plus intelligent. Il fallait maintenant prendre les gens, parce que si vous avez remarqué, on nous donnait par 4, hein? C'est-à-dire, moi je n'étais pas à Conakry, mais on se rendait compte que c'est tous les soirs. Dans la nuit, hein, parce que justement, on donnait par 4. 4, ça représentait les 4 régions naturelles. Donc il fallait trouver les personnalités, il fallait faire... Mais moi quand même, je vais vous dire une chose, moi je suis content de ce gouvernement. C'est pas, j'ai le sentiment... attention. Attention. Non, de l'équipe. De la façon dont c'est choisi. Quand je vois l'ossature, je ne parle pas des ministres, hein, de l'équipe même gouvernementale. C'est-à-dire... L'ossature de l'équipe gouvernementale. Justement. C'est-à-dire, dans mon entendement, un gouvernement, une gouvernance, elle se partage. C'est ce qui a été fait. Parce que je relais ce que je lis sur les réseaux sociaux et ce que j'entends autour de moi. Qu'est-ce que les gens disent? Ah oui, aujourd'hui, il y a des communautés qui ont été oubliées qui disent, ah oui, maintenant, ah oui, on a des gens. Et ils regardent même là où ils sont logés, hein, ministère de la Sécurité. Ah oui, c'est notre... je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça dit que... Mais à ce niveau, le gouvernement est très critiquable. Hein, parce que justement, tous les postes stratégiques appartiennent à la Haute-Guinée. Il faut les postes de souveraineté. Oui, on le dit. Mais moi, je dis toujours, de par l'ossature même, moi, je suis très content. Maintenant, sur la composition des gens, parce que je mets un bémol. Moi, je vais vous dire une chose. Une transition, c'est une courte durée. Alors, je reviens à non, laissez-moi terminer ça. Oui. Et c'est là où j'ai un soupçon. Moi, je ne peux pas travailler dans une institution internationale. Parfois même, je viens d'être nommé à un grand poste où je gagne 10 000, 15 000 $ par mois. Je viens pour une transition. Je peux venir pour un mandat, mais pour une transition. Ça a fait tilt dans ma tête. Et je me suis posé cette question. J'ai dit, et quand les gens ont pris fonction... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, ça dit que... Ils sont nombreux, hein, ceux qui... Justement, voilà, mais vous avez parfaitement compris. Qui ont jeté le pot dans les institutions pour venir. Ouais. Et il y a un autre problème. À chaque fois qu'ils prenaient la parole lors de leur nomination, ils ne parlent jamais de transition. Aucun d'entre eux n'a parlé de transition. Regardez les discours de prise de fonction. Personne n'a parlé de transition. Il parle plutôt de développement. Non, il parle de développement, il parle de beaucoup de choses, de crimes économiques, de violations des droits de l'homme. Je l'ai dit tout à l'heure, les crimes économiques, les questions de droits de l'homme, c'est des questions... On va revenir sur des problèmes de la nouvelle... C'est pas pour une transition. Ils peuvent jeter les bases, mais ce n'est pas le travail de transition. Alors, nous, c'est sur la question de la composition. C'est vrai que la personnalité des premiers ministres, voilà, il y avait quand même assez de noms qui circulaient. On parlait de Monseigneur Robert Sarah et également d'autres personnes, Khalifa Gassama Dabi, d'ailleurs, qui était le plus attendu dans ce gouvernement, mais on l'a pas... C'était le favori d'ailleurs. Finalement. Mais on sait ce qui s'est passé derrière. Le choix est tombé sur Bienvogui. On ne va pas dire ce qu'on n'a pas déjà entendu sur lui. Alors, de votre regard de journaliste, comment est-ce que vous avez apprécié cette équipe gouvernementale en termes d'abord de composition? Parce que j'aime dire que c'était une opération difficile pour les Guinéens. Absolument. Et je commence par rappeler que moi-même, j'avais fait une simulation de gouvernement. Quand il y a eu la publication de l'ossature gouvernementale, je me suis amusé dans mon bureau à proposer au Premier ministre et au président de la transition une équipe en nommant des gens. Et honnêtement, c'est là que je me suis rendu compte que c'est très compliqué. Parce que l'équilibre dont M. Diallo parlait, c'est important d'en tenir compte. La qualité... Est-ce que c'est forcément tenir compte ou bien c'est la compétence ou l'équilibre? Mais vous savez, il ne faut pas qu'on retourne dans les vous savez, M. Barry, quand j'ai fait cette simulation, je suis passé dans des émissions où on m'a parlé de ça. Je leur ai dit, moi je suis de Télimélé.
Télimélé seulement, on peut, je vous assure, on peut sortir les 27. Ouais, Les c'est 27 membres du sûr. gouvernement, on peut les trouver. Mais est-ce que c'est... Oui, c'est ce que je vous dis. Oui. On peut avoir des hommes et des femmes qualifiés pour occuper tous les postes de ce gouvernement. Mais c'est important de tenir compte des autres. Parce qu'il n'y a pas que Télimélé. L'équilibre et la compétence. Justement, le gouvernement, entre parenthèses, Télimélé n'a eu aucun ministre, hein, même pas un secrétaire général. Ouais. Des 27, on n'a personne. Je suis en train de vous dire... On a eu quand même. Pardon? La moindre Guinée, on a eu quand même. Non, j'ai dit Télimélé. J'ai dit Télimélé. C'est ça que peut J'ai dit Télimélé. ministre. J'ai dit sur les 27, Télimélé n'a personne et on n'en a pas à la présidence. Sans sortir. On n'en a pas à la présidence ni dans les institutions d'ailleurs. Ouais. Hein, c'est quand même une des 33 préfectures. C'est légitime de tenir compte de cette composition. Bien. C'est-à-dire chacune des préfectures, c'est important qu'il y ait que les gens se reconnaissent dans le gouvernement. Donc c'est important de tenir compte de ça et aussi du profil. Donc c'est compliqué de composer un gouvernement. Donc moi quand j'expliquais le travail de simulation que j'avais fait, j'ai rappelé que je n'avais pas bénéficié, contrairement au gouvernement, des CV de M. Diallo parle. Parce que ça aide. C'est vrai que ça peut compliquer, mais ça peut vous aider, ça vous oriente. Vous savez, vous avez besoin d'un ministre de l'administration du territoire. Le profil vous permet de... Les CV que vous avez vous permettent de savoir qui mettre et qui ne pas mettre. Je ne savais pas encore que Mamadi Doumbouya ne voulait pas qu'il y ait un militaire dans l'équipe gouvernementale. Et honnêtement, moi, je n'ai pas compris pourquoi écarter systématiquement des gens comme lieutenant-colonel Aminata Diallo, qui a été... Office de responsable de port à communication. Qui a été d'ailleurs le troisième visage de la junte. Ouais. Vous savez, quand Mamadi Doumbouya est passé, après c'est Amara. Et puis après Amara, c'est lieutenant-colonel Aminata Diallo. Je ne comprends pas pourquoi elle n'a aucune responsabilité ni à la présidence, ni au sein du gouvernement. Nous, Vadé, il y a quand même, pour terminer, parce qu'on n'a que 5 minutes, chacun d'entre vous aura 2 minutes sur la question. Pour terminer, est-ce que vous avez aimé le fait que, c'est vrai qu'il y a un Premier ministre, mais ce n'est pas lui qui a composé son gouvernement, Mohamed Biavogui. C'est parce qu'un gouvernement qui lui a été imposé par le CNRD. En fait, même en débattant de la simulation dont j'avais parlé, une fois j'ai expliqué aux gens que moi, parmi les personnes que j'avais ciblées, il y a 4 qui ont été nommés dans ce gouvernement, dont le docteur Diaka qui est resté au même poste. Je l'avais proposé au ministère de l'Enseignement supérieur, Ousmane Gawal qui a occupé notre poste, Idi Amin, et puis qui d'autre, l'ancien musicien, le rappeur qui allait à la culture, Bill de Sam. Donc moi j'ai proposé les 4 qui se sont retrouvés dans le gouvernement. Je ne crois pas que notre Premier ministre ait eu autant de ministres au sein de ce gouvernement. De ce que j'ai appris, c'est surtout le président qui a pris la main. Je pense que il y avait... on parle d'une commission. Justement, il paraît cette commission, mais je pense qu'il y a un souci parce que quoi qu'il soit qualifié, Mohamed Biavogui a quand même cherché le poste. Et vous savez, quand vous courez derrière... on sait comment aussi. Hein. Exactement. Voilà, il y a les dessous aussi. Ah, ça, je ne maîtrise pas. Les dessous, je ne maîtrise pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il a démarché pour son poste. Non, il s'est battu depuis Lansana Conté. Depuis 2007, il le voulait. Depuis 2007, il le voulait. C'est différent de démarcher. Non, attention. Il a les bons Guinéens. Mais comment ça se passe? Mohamed, c'est comment ça se passe? On me dit de proposer des outils sur lesquels j'ai de respect. Oui. Je peux vous proposer. Oui, mais je peux faire en sorte aussi qu'on me propose. Voilà, et Mohamed Biavogui, on dit qu'il a souvent fait en sorte qu'on le propose et c'est arrivé. Finalement, il a dit ça nous surprendrait qu'il ait la qualité d'un PM qui a quand même, la possibilité de jeter l'éponge ou de dire non à son président. Je ne dis pas qu'il doit y avoir une grande primature devant une petite présidence, mais c'est important que le Premier ministre ait
On reviendra notamment sur la personnalité, jouer. notamment de Mohamed Biavougui vis-à-vis du colonel Mamadou Doumbouya. Alors, pour terminer, sur la question notamment de la composition, est-ce que vous avez aimé le fait peut-être, parce que même si c'est ça que nous on pense que ce n'est pas le Premier ministre qui a composé son gouvernement, parce qu'on parle d'une commission qui a été installée du côté du palais Mohamed V, alors est-ce que c'est finalement la refondation de l'État dont nous parlons là comme slogan de CNRD a été acquise? Non, mais attention. Vous savez, je vous ai dit ça une fois quand on a parlé de transition ici. Je crois que nous étions avec mes amis juristes. Je vous ai dit une chose. Une transition n'est pas un moment de refondation de l'État. Ce n'est même pas un moment de réconciliation. Une transition, c'est du court terme, justement. C'est du court-termisme politique. Il ne faut pas qu'on nous dise qu'on va régler des problèmes de droits de l'homme, des trucs, etc., etc. Non. Qu'est-ce qu'une transition? C'est au-delà du court-termisme politique, c'est la présence des institutions internationales qui vont venir nous emmerder ici. Et c'est la course aussi à la boulimie, justement. Les gens veulent s'enrichir vite avec les derniers deniers qui existent ici. Parce que la nouveauté, c'est quoi en termes de transition? On n'a plus les FINEX, c'est-à-dire les financements extérieurs. Ils ne viennent plus. Tout sera puisé ici. Maintenant, on sait qu'il y a les mines qui font rentrer beaucoup d'argent, la téléphonie mobile, etc. C'est ce qui va faire vivre ce gouvernement. Maintenant, quand ils vont nous mettre en place un chronogramme, maintenant, les institutions internationales vont commencer à desserrer les vis. Et c'est là que nous avons... Mais ne perdons pas de vue une chose. Parfois, nous n'avons pas expliqué aux gens. Donc, nous ne nous sommes pas expliqués c'est quoi une transition. Donc, le fait que le Premier ministre n'a pas eu la main dans... Non, mais ce n'est pas une question de main mise. Ça dit qu'il y a un problème. Il a ses hommes, Il a ses hommes qu'il a lui-même choisis. Voilà, il y a des hommes qu'il a imposés, justement. Le ministre de la Santé. Mais ce que vous n'oubliez pas, le favori de Doumbouya, c'était Khalifa Gassama Diaby. C'est au dernier moment qu'on a enlevé et qu'on a mis l'autre. Et on sait qu'il y a des lobbies qui sont derrière. Il y a des lobbies économiques qui ont insisté et qui ont poussé à... Mais ça existe dans le monde entier. Ça existe dans le monde entier. Je voudrais vraiment, permettez-moi de faire ce parallèle-là. En Allemagne, après l'arrivée de Hitler, c'est favorisé par 4 députés. Parce que ces 4 députés dépendaient de 5 manufacturiers qui détenaient l'économie de l'Allemagne. Et ils ont mis leur homme. Et leur homme, c'était Hitler. Ça se passe comme ça dans les pays et c'est tout à fait logique. Bien, vous l'avez compris, c'est la pause dans cette émission pour la deuxième partie. On va aller notamment avec cette pause. On reviendra dans cette émission pour la troisième partie, la dernière d'ailleurs, consacrée notamment à la gouvernance en Guinée et puis entre notamment les différents gouvernements qu'on a connus sous le magistère d'Alpha Condé. Et pourquoi pas également, on se projette sur ce gouvernement de la transition et à savoir notamment ce qu'il faut espérer avec cette nouvelle équipe gouvernementale qui a pour mission de conduire la transition vers notamment un retour constitutionnel dans le pays. On marque une courte pause et on revient après dans cette émission. De retour dans cette émission pour la troisième partie et dernière de ce numéro de l'émission Diagnostic consacrée essentiellement à la gouvernance en Guinée à travers les différents gouvernements qui sont succédés en Guinée sous le magistère d'Alpha Condé. Pourquoi pas également, et on parle de ce gouvernement de la transition dirigé par le Premier ministre Mohamed Biavougui. Alors, on a parlé de la composition du gouvernement, c'est le CNRD qui a presque eu la même mise. Alors, l'autre question qui a suscité un peu le débat par rapport à ce gouvernement de CNRD, c'est un peu le profil de ces ministres, certains d'entre eux qui ont été nommés à des postes qu'on a estimés vraiment pas opportuns. Sur le cas du ministre, notamment du territoire. Il y a également le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, Maurice Sandan Kouyaté, qui est médecin dans la chair et l'âme et qui se retrouve notamment à la diplomatie aujourd'hui, qui revendique même la diplomatie nationale. Et alors, sur ce profil, quel est ton regard d'analyse, nous, Baldé, sur ces ministres aujourd'hui qui font l'objet de réserves? C'est le cas également de Fatoumata Yari Souma du côté du ministère de la Justice, également qui fait l'objet des réserves de la part des observateurs. Je pense qu'il y a des critiques à faire, seulement le mal qu'on a subi sous Alpha Condé amène les gens à comprendre et à laisser passer. Sinon, vous avez cité ces cadres-là, mais il y a des gens qui ont le profil, mais où on parle d'éventuels conflits d'intérêts. Pour ce qui est, par exemple, de Ibrahim Abé Silla au ministère de l'énergie. Il était le fournisseur, donc un partenaire de l'État guinéen, qu'il menaçait même
de poursuivre en justice et qui se retrouve aujourd'hui décideur au compte de l'État guinéen. C'est pas... Je pense qu'il y a des soucis à ce niveau. Il y a un autre aspect qui ne fait pas du tout l'objet de débat actuellement et pourtant qui mériterait qu'on s'y intéresse, c'est le manque d'expérience de la plupart des ministres nommés. Ouais. Vous avez cité des gens qui avaient été proposés pour la primature. Moi, je suis de ceux qui n'ont pas compris pourquoi une équipe totalement composée de novices. Je pense qu'on avait besoin d'un peu d'expérience, qu'on avait besoin du vécu. Voilà, du vécu. Et puis, c'est pas tous les Guinéens qui étaient là qui étaient mauvais. Il y a des gens qui ont géré avec Lansana Conté, avec même Alpha Condé. Le critère fondamental, il fallait être notamment quelqu'un qui travaille pour une institution pour bénéficier de la confiance du CNRD. Et c'est là qu'il y a un doute. M. Diallo l'a souligné. Je pense que c'est quand même... ça nous amène à nous interroger. Comment comprendre que quelqu'un démissionne d'une institution, parce qu'on ne quitte pas comme ça, et pour venir dans une transition dont on a du mal à définir les contours aujourd'hui. Une transition, il l'a dit, normalement, c'est pour nous permettre de quitter un régime pour un autre régime. C'est logiquement une équipe chargée d'organiser des élections. Et puis, au-delà de la composition, il y a les actes posés, il y a les discours prononcés, il en a parlé. On va en parler dans cette émission. Il a parlé des ministres, mais il y a le président aussi qui n'a jamais fait cas du délai de cette transition et qui commence à emboîter un peu le pas à son prédécesseur. Oui, c'est la question vers la fin de cette émission. Quand on vient faire des promesses. Et donc, le gouvernement actuel, je pense que on se tait parce qu'on a envie de continuer d'espérer. Sinon, personnellement, ça ne me fait pas trop rêver. Alors, sur le profil... mais moi, je vais aller à contre-courant. Vous savez, moi, je suis contre qu'on prenne un juriste pour en faire un ministre de la Justice. Moi, je suis tout à fait contre. Et vous savez, je vais vous prédire un échec. Le plus gros échec dans ce gouvernement de transition, et je le dis solennellement, je vais faire de la météo, comme on dit, ce sera le ministre préuniversitaire. Guillaume Hawinga. Il a passé tout son temps à nous dire le jour, il a même fait une tribune, le jour où je deviendrai ministre de l'Éducation. Guillaume Hawinga. Il l'a dit, moi j'ai lu sa tribune, il dit le jour où je serai ministre de l'Éducation. Ça fait longtemps, il a fait cette tribune-là. Aujourd'hui, il est ministre de l'Éducation nationale. Vous savez, les gens oublient qu'un poste de ministre, tu n'as pas besoin d'être surdiplômé, on te demande qu'une seule qualité. C'est la qualité de manager. Managérial. Hein. Vous savez, c'est parce que nous, on n'a pas une bonne administration, on n'a pas eu d'école nationale d'administration dans ce pays, bon, qu'on commence à avoir depuis quelques années, on forme des gens, etc. C'est pour ça qu'on a des problèmes. Mais moi, je connais des gens dans d'autres pays qui ont été avec plus de 15 ministres. Ils sont restés sur leur poste parce que c'est des postes techniques. 15 ministres. Des cadres qui ont connu 15 ministres. Ouais. Moi, j'ai un ami qui a été directeur technique pendant 30 ans au ministère de la Culture. Pendant 30 ans. Tous les ministres l'ont trouvé là-bas, l'ont laissé là-bas parce que c'est des postes techniques. Ouais. Malheureusement, nous, on a ce problème. Bientôt, au mois de décembre, on va passer on va nommer des chefs de cabinet, des directeurs de cabinet. Alors que parfois, il y a des postes au sein des départements, c'est des techniciens qui ont appris ça. Même ce dialogue, on a un problème parce que c'est des politiciens qui sont là-bas, c'est des gens qui sont mouillés, qui sont engagés et qui n'ont pas forcément les qualités requises. Parce qu'on a politisé l'administration. Non, je ne suis pas contre qu'on les enlève. Je veux juste dire que parfois aussi, le ministre n'a pas besoin d'être diplômé dans une matière. On a déjà vu l'un des meilleurs ministres français de l'économie et des finances. Il s'est arrêté à 17 ans. Et même celui Bérégovoy a fait une série qui n'existe plus,
qui a existé jusque dans les années 80, même. 85, c'était les F2, F3, F4. Bien. Il n'y avait même pas de débouché à l'université. Il a été l'un des ministres. Alors, le ministre des Affaires étrangères français, Ouais. qui était médecin, qui venait ici. Cette question, Kouchner. oui. Bernard Kouchner. Justement, c'était un médecin, mais qui était presque... diplomate. qui a porté Bon, l'image de la mais France. maintenant, il faut faire aucune, parce que notre ministre des Affaires étrangères, c'est un adepte des bourdes. Hein? Ah oui. Ah non, lui, il n'a rien compris. Hein? Bon, moi, je crois que dès sa première intervention, moi, si j'étais Mamadi Doumbouya, je l'enlevais déjà. Bien. Voilà. Alors, il y a également ce constat, c'est pas une sorte de paradoxe entre la vision du Premier ministre et la vision de ses ministres, parce que le Premier ministre, quand il a été nommé par le président de la transition, il disait qu'il avait une mission à travers un gouvernement de mission, mais pour celui qui a écouté le contenu des discours de prise de fonction des ministres de la transition, voilà, ils ont plutôt la tête au développement, aux infrastructures. C'est pas le travail. Alors, en quoi ce paradoxe peut avoir d'incident? Est-ce que ça dit tout, en réalité, ce qui est la vraie volonté de cette transition? Je pense qu'il y a eu des recrutements, c'est comme si c'était un concours d'admission et l'heureux et le secteur va connaître la même chose. Voilà, il se dit que c'est grâce à ses performances, c'est grâce à ses connexions, et on sait que des réseaux ont joué. Ah oui, donc énormément. les gens savent bien qu'ils ne dépendent pas nécessairement du Premier ministre, et donc il y a ce risque de manque de cohésion et de collégialité dans le gouvernement. Je ne souhaite pas qu'il y ait des clans, mais le risque existe, et c'est le président qui a pratiquement nommé. Qui avait la dernière Sur la décision. question de cette vision opposée entre le Premier ministre et ses hommes. Non, moi, tout mon problème, vous savez, là, il faudra revenir à nos constitutions. C'est-à-dire, quand on parle de Premier ministre, chef du gouvernement, c'est-à-dire c'est lui qui choisit son gouvernement et qui le propose au président. Pour l'instant, mais attention, nos constitutions sont héritées de la constitution de la Ve République. Et c'était symbolisé par De Gaulle, qui était un hyper-président, justement. Ça a toujours affaibli la primature. Les primatures ont toujours été faibles, justement. Et les primatures, ici, c'est des fusibles. Pour un rien, chaque crise, ça saute. Ouais. En fait, les postes de Premier ministre, c'est des postes fusibles, justement. Dès qu'il y a un petit problème, on vous dégage. Nous, aujourd'hui, ce que nous voulons, il n'y a pas de problème. Parce que ce que Doumbouya a oublié, qu'une transition est éminemment politique. Il fallait prendre les hommes politiques et leur faire partager le truc pour qu'on aille très vite. Pour qu'on aille très vite. Mais malheureusement, on a choisi l'option de prendre des technocrates. Des technocrates, on le fait. Maintenant, le problème, c'est pour quel but, justement? Parce que la charte, déjà, nous avons laissé passer, alors que le point essentiel n'avait pas été énuméré là-bas. La durée de la transition. Bien. Et ce que les gens oublient, c'est que la communauté internationale est vigilante. Lorsque la CEDEAO dit 6 mois, c'est pour qu'il y ait 1 an. Parce qu'ils ne veulent même pas entendre 18 mois, justement, pour cette transition. Bien. Parce que les gens ont compris que derrière, justement, il y a beaucoup d'impréparation. Il y a beaucoup d'inexpérience, justement. Même si Doumbouya a répondu, il n'y a pas une école d'expérience. Mais bon, bien. Ça a été juste un petit slogan. Il y a l'école de l'expérience. Il y a quand même, au sein de cette équipe gouvernementale, 2 qui ont retenu mon attention particulièrement. Le premier, on l'a cité dans cette émission, c'est le doyen d'âge Abessila. Mais il y a eu également cette rentrée fulgurante de Ousmane Gawal Diallo qui a rejoint le gouvernement de façon officielle. On nous fait savoir qu'il n'aurait pas demandé l'aval de son parti pour rejoindre l'équipe de la transition. Alors, nous, c'est cette nomination de Gawal. Est-ce qu'il faisait partie sur votre liste, Gawal, en termes de proposition? Bien sûr, j'avais proposé Gawal et je le voyais venir. Et même quand il y a eu des débats après sur cette simulation, j'ai dit aux gens que je n'avais jamais revendiqué la casquette de voyant. Je n'annonçais pas ce qui arrivait, mais je proposais, si j'étais à la place du Premier ministre, c'était la proposition que j'allais soumettre au Premier ministre, au président de la République pour approbation et finalement signature. Je pense que Ousmane Gawal, c'était presque évident. Vous savez qu'après la prison, les gens ont parlé de négociations pour sa libération, et d'autres ont même laissé entendre qu'il y avait une possibilité pour lui et pour Cellou Baldé d'entrer
le gouvernement d'Alpha Condé. Ça a été dit. Heureusement pour nous, il y a eu l'interruption du 3e mandat, mais ça a été dit. Et Gawal, les gens racontent qu'il y avait quand même un contact avec... Le courant ne passait plus entre lui et celui d'Alain Diallo. Non, j'étais en train d'abord de parler du côté positif, du côté possibilité. Bien. Il y avait aussi ce contact avec Mamadi Doumbouya, de ce que certains racontent. On l'a vu plusieurs fois. Effectivement, vous savez que Gawal a la nationalité française. Les gens disent qu'il y a un contact avec... Mamadi Doumbouya et qu'il y avait cette possibilité qui avait huilé leurs relations et qui a permis finalement à l'arrivée de Gawal, qui n'était pas un choix donc du Premier ministre, mais un choix du président de la transition. Par rapport maintenant à Cellou Dalein Diallo, je pense que Cellou a donné la meilleure réaction qu'il pouvait après la nomination de Gawal. Il a dit que Ousmane Gawal l'a appelé pour l'informer vendredi matin qu'il a été nommé. Il a précisé que l'UFDG n'a pas été consulté. Pour sa nomination. Oui, pour moi, c'était une très bonne réaction. Je vous explique. Tout le monde sait, parce que des rumeurs circulaient, tout le monde sait qu'il y avait... Est-ce que vous croyez à cela en tant que journaliste? Je suis en train de vous expliquer. Je pense sincèrement que Cellou Dalein savait que Ousmane a été nommé. C'est intervenu la nuit. Mais je trouve la réaction bonne. Politiquement bonne, oui. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà des rumeurs sur des relations exécrables entre Ousmane Gawal et Cellou Dalein Diallo. Tout le monde disait que Ousmane lorgnait même le fauteuil du président, qu'il était de ceux qui pensaient qu'on pouvait organiser un congrès pour changer de président et tout ça. Ça se disait. On n'a pas pu vérifier, mais ça se racontait. Et quand ce Ousmane est nommé, c'était bien pour Cellou Dalein de rappeler à l'opinion qu'il y a quand même un échange entre eux, qu'ils se parlent, que Ousmane l'a appelé. Vous savez que c'est un signe de respect. Je vous appelle pour vous informer officiellement que j'ai été nommé. C'était important de le noter. Il y a un aspect que les gens ont pensé peut-être possible après la nomination de Gawal, c'est de dire qu'il y a Ousmane Gawal, il y a Mamoudou Nanyaleng, Bari, jeune frère de Siaka Bari. Il y a d'autres là-bas qui ont comme tendance, volonté de refondation politique aussi, parce qu'on parle de refondation de l'État, qu'on va remettre tout à plat, qu'on va peut-être se passer des doyens. Je pense que Ousmane Gawal n'est pas un type aussi inintelligent qui pourrait s'engager dans un duel avec Cellou Dalein. Je ne crois pas. Je pense que Ousmane est suffisamment intelligent. Il sait qu'il va jouer sa partition au sein du gouvernement. Il sait qu'il a son avenir au sein du parti, au sein de l'UFDG, et qu'après son mandat de la transition, il peut revenir. C'est une expérience qu'il va acquérir, c'est cette possibilité, une vision plus large, plus globale, plus raffinée qu'il aura, et que sa place est au sein de son parti, et qu'il là il ne va pas être actif pour le parti, mais après cette pause transition, il reviendra à l'UFDG et il aura la possibilité de jouer toute sa partition et peut même espérer être nommé dans un gouvernement normal de Cellou plus tard si son leader parvenait à gagner les élections. Est-ce qu'on peut dire finalement que la rentrée de Ousmane Gawal Diallo au sein de ce gouvernement de la transition était une façon pour Cellou Dalein Diallo de sortir de l'épine dans le pied, parce que c'était Ousmane Gawal Diallo quand même faisait peur au sein du parti, parce que c'était quand même celui qu'on appelle le Gorko Soussaï, et Cellou est presque ressemble à une sorte de chasseur qui ne revient jamais avec le gibier de la chasse, parce que ça fait 3 élections de suite qu'il est battu par Alpha Condé. Donc du coup, ça s'est raconté en termes de possibilité de revoir la copie de l'UFDG. Finalement, Cellou enlève l'épine sur le pied. Bon, en rhétorique, on dit Gorko Soussaï devient une antiphrase.
moi j'ai le sentiment, c'est la grille de lecture que j'ai, je me suis dit que, ayant fait de la prison, hein, il s'est dit, bon, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, hein, qu'il y a une rupture de confiance, qu'il ne s'entendait plus, et surtout au lendemain de la lettre qui a été écrite et signée par les 3 personnalités, excepté le maire de Kindia, là c'est Ablaïba. C'est Ablaïba. Parce qu'aujourd'hui, il y a des suspicions, même au sein de l'UFDG, par rapport au député uninominal de l'abbé. Hein, qui est un de mes petits frères d'ailleurs. Il y a une suspicion autour de sa personne, justement. Je crois que... Ce qui fait qu'il n'a pas été accueilli quand il est allé à l'abbé d'ailleurs. Justement. Parce que Ousmane Gawal s'est dit, attention, je ne suis pas sûr de quoi mon avenir sera fait, autant y aller tout de suite, justement. Parce que je crois que le Gorko Soussaï, ça s'est arrêté depuis très longtemps. Maintenant, c'est Gorko Migi Toto ou Gorko Houlay. Voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, tout ce que vous voulez. En tout cas, on est arrivé vers ça. Maintenant, il y a M. Baldé qui lui ouvre une porte pour un futur proche, mais ce sera extrêmement difficile. Hein? Bon, peut-être qu'il reviendra, on ne dit jamais, hein, en politique. Mais par contre, c'est vrai que après cette transition, bon, je crois qu'il y aura une petite traversée du désert quand même. Je pense très sincèrement, il y a un aspect, c'est que je pense très sincèrement, Ousmane Gawal, il est conscient de ce qui s'est passé avec Bahouri. Vous savez, Bahouri, c'était le garçon au sein du parti. C'était l'homme audacieux derrière ces loups. Les gens prenaient ces loups pour un leader. C'est l'aile-molle. C'est l'aile-molle. Et Bahouri incarnait plutôt l'audace que beaucoup de jeunes voyaient pour succéder à ces Loudalin. Or, le départ de Bahouri a fait qu'on a donné une autre lecture de sa personnalité. Il y a des gens qui le trouvent en tout cas pas aussi béni qu'ils le pensaient, qui se disent qu'il a peut-être perdu en quittant. Et je ne vois pas Ousmane Gawal tracer un autre chemin. Je ne le vois pas tracer un autre chemin. Je pense qu'il est suffisamment intelligent. Une fois, j'ai eu à échanger avec lui. Il était sorti de prison. Vous savez, comme M. Diallo l'a dit, il y a souvent des choses qui se disent. Il avait été interpellé en 2018. En 2018, il avait fait quelques jours de détention avant d'être libéré par le tribunal de Dixine. Et quand il était en prison, j'étais de ceux qui savaient qu'il n'était pas bien satisfait de la réaction du parti ou du leader même. Mais Ousmane Gawal arrive libéré grâce à assez d'initiatives, notamment de l'ambassade de France et d'autres. Il vient chez Seloudaleng à Dixine, il prend le micro. Il vous décrit un Seloudaleng qui, de sa maison, de son bureau, utilise son téléphone, vous permet, vous me prenez pour quelqu'un qui est héros, qui est sorti d'une détention. Je vais vous dire que le président Selou m'a beaucoup aidé. Il s'est servi de son téléphone, il s'est servi de tous ses contacts, alors que c'est autre chose qui se racontait. Et c'était l'erreur de Bahouri quand il est arrivé. Effectivement. C'était l'erreur de Bahouri. C'est ce que je voulais dire. Quand je l'ai eu en aparté, on a échangé. Il m'a dit, en fait, c'était la faute de Bahouri. C'est-à-dire que le leader, il peut ne pas vous accompagner à la hauteur de vos attentes, mais il peut aussi vous aider sans que vous ayez forcément la bonne information. À votre libération, faites attention, parlez avec discernement. Et un autre aspect, Ousmane Gawal, peu après cette libération, c'était l'époque de Gorko Soussaï. Il est arrivé au siège de l'UFDG, Seloudaleng était là, le discours avait commencé, tout le monde était silencieux. Gawal s'annonce, la salle se lève, c'est Ousmane Gawal, Gorko Soussaï, assez de bruit, il vient et il trouve Seloudaleng en train de l'applaudir. Il me dit qu'après ça, il a décidé que le jour où il se ferait retarder par les bouchons ou autre,
il s'abstiendrait de venir au siège. Ouais. Parce que ce n'est d'accord. pas intelligent de se faire applaudir par son patron. Par son chef. Vous comprenez? Donc, ce Ousmane Gawal, honnêtement, moi, je serais surpris. Moi, je sais ce qui a été raconté après la prison. Le refus de montrer à Cellou Dalein la lettre ou même de lui donner la primauté de cette quand même a été l'expression d'une, c'est pas d'un problème qui assaille les relations parce que, voilà, c'est pas la position du parti. J'étais en train de dire que je comprends tout ça, mais vous savez, Cellou Dalein n'est pas un petit gamin, c'est pas quelqu'un qui vient de commencer, il connaît les difficultés que les gens ont eues. Moi, je l'ai eu en interview après. Je ne dis pas qu'il aurait voulu que les gens agissent comme ça, mais il parvient quand même à comprendre un peu la position et je pense qu'il peut comprendre par la suite. C'est-à-dire que Cellou Baldé, Ousmane Gawal et surtout Chérif Ba, je pense que c'est la suite qui détermine le reste de leur relation. Bien. Il suffit que les gens se comportent comme corrects et sérieux, il comprendra que c'est la prison qui a dicté le reste. On revient à présent en homo et tons, parlant de ce gouvernement de la transition, nos Baldé, quelles sont les erreurs qu'il ne faut pas commettre? Parce que c'est vrai qu'on a vu presque des gouvernements de transition en Guinée. Finalement, c'est le Premier ministre qui démissionne ou l'exemple de cabinet Komara en est le même. Et aujourd'hui, c'est presque le même rapport de force qui existe entre Béavougui vis-à-vis de colonel Mamadi Doumbouya, un Premier ministre amorphe par rapport à un super président. Alors, quelles sont les erreurs qu'il ne faut pas commettre pour une bonne transition en ce qui concerne notamment les agissements de ce gouvernement de la transition? Je pense qu'on peut élargir le débat à la gouvernance, à la transition en Vous regardez totalité. cette caméra pour... Je pense qu'on va aussi parler du président qui conduit cette transition. Je pense que la première erreur à éviter, c'est le silence. Je pense que Mamadi Doumbouya est en train de commettre sa première faute, c'est de se taire, conduire sa transition comme bon lui semble et refuser de communiquer avec l'opposition, avec les acteurs politiques. Il n'y a pas d'opposition. Pour l'instant, il n'y a aucun cadre. Il n'y a aucun cadre de dialogue, il n'y a pas d'échange. Je pense que globalement, la transition d'Addis a été négative, mais en réalité, il y a des aspects de la gouvernance d'Addis Camara qu'il fallait ressusciter. Dadis Camara, quoi qu'on dise, a toujours accepté de parler avec les acteurs politiques. Dadis Camara, après sa prise du pouvoir, a appelé les acteurs, il a parlé avec eux. La plus grave faute, le crime qu'il a commis, c'est le 28 septembre, mais la veille même du 28 septembre, les premières heures même du 28 septembre, il a parlé avec eux. Tout ce qu'il aurait dû faire, c'était de les laisser faire leur meeting et rentrer, mais Dadis donnait la parole aux gens, il parlait avec eux. C'est vrai, il scénarisait, il faisait des trucs. Mais il y avait de la considération. Mais il y avait de la considération pour lui. Ce n'est pas le cas. Mamadi Doumbouya, de la manière dont on l'a vu défiler en 2018, la façon cavalière par laquelle il a pris le pouvoir le 5 septembre, je pense qu'il est en train de conduire de la même manière la transition et ce n'est pas à faire. Je pense qu'il doit parler, qu'il doit s'exprimer. Laisser la main à son Premier ministre. Et surtout lui-même parler, c'est-à-dire qu'au-delà de cette gouvernance dont vous parlez, des relations qu'il a avec le Premier ministre et des autres ministres, il y a un problème sur la transition. Il veut rester là pour combien de temps? Il ne le dit pas. Qu'est-ce qu'il veut concrètement faire? On ne sait rien. Il dit que c'est la refondation. Qu'est-ce qu'il va refonder? Il ne demande pas de refonder, justement. Il n'a rien à refonder. Il ne peut pas. Et je pense qu'on doit quitter cette façon de voir dans le pays que quelqu'un va faire. C'est personne, c'est tout le monde. Ce n'est pas Mamadi Doumbouya qui va refonder la Guinée. On commence déjà à dire qu'il a donné ça, qu'il a dit ça, qu'il a fait ça. Il faut dépersonnaliser le débat. Il faut dépersonnaliser le débat. Il faut surtout partager, il faut surtout gouverner avec l'autre. Il faut parler avec eux. Je pense que le débat sur le CNT qui cristallise toutes les attentions aujourd'hui, ça, c'est vrai, ça fait débat, mais ça intéresse peu les politiques. Vous savez, les 15 places là, c'est pratiquement rien pour eux. Absolument rien. L'essentiel qu'il faille faire, c'est de leur parler,
de leur dire ce qu'ils comptent Créer faire, un cadre de... créer un cadre de dialogue Ouais. et parler avec eux. Je Bien. pense qu'il doit le faire. Et puis, il doit y avoir une politique générale. Vous avez tantôt parlé des ministres qui ont des discours totalement différents de Justement, celui il n'y a du pas une Premier feuille de ministre. route, Il n'y a pas une feuille de c'est route là du pour un gouvernement. temps long, hein. de la Il transition. doit y avoir ça, mais pour conduire réellement, je pense que le président doit s'exprimer, il doit recevoir les gens, il doit ouvrir un canal de communication de façon permanente avec les acteurs majeurs. Quand je dis les acteurs politiques, on sait. Et qui dans ce pays? Et c'était moi, à mon avis, la première faute. Bien. C'est de réunir les gens au palais du peuple et de dire un parti c'est un agrément et que Non, mais quand même, il tout le faudrait monde... pas... Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut avoir du respect par rapport au statut des partis politiques. Je comprends une chose, c'est que Mamadi Doumbouya a de la force, il a de la chance, il réussit ce qu'il entreprend, mais il oublie une chose. C'est que si ça ne va pas dans ce pays, la moindre faute qui fâcherait les politiques, ils sortiront dans la rue. Et quand ils sortiront dans la rue, C'est un piège pour lui. C'est un piège pour lui. il n'aura aucune porte de sortie. Parce que tout ce qu'il sait faire, c'est peut-être tirer, C'est manié là. c'est peut-être tirer Ouais. sur la foule. Et quand vous le faites, vous avez vu ce qui s'est passé. Et la communauté internationale est là, on est Très en train, regardante, de nous voir. Je pense que qu'aucun Guinéen aujourd'hui Bien. n'a envie qu'il y ait ça. Il Alors. faut qu'il parle, il faut qu'il communique. Bien. Et ce silence ne peut pas l'aider, ne peut pas aider le Monsieur pays. Baléa, hein, sur la même question. Hein. Bon, vous savez, la meilleure transition, ce sera la plus courte possible. Moi, quand j'ai une lecture du paysage aujourd'hui, de comment fonctionne ce pays, il faut qu'on ait une transition courte. Parce que j'ai l'impression que ce système que dont nous ne pouvons pas nous départir est en train de mettre ses empreintes sur la gouvernance même de Doumbouya. Parce que ces visites au niveau des ministères, ce problème d'expérience, c'est pas anodin, hein, ce n'est pas anodin. Non, c'est calculé, c'est pas innovant, c'est calculé. Ça fait pas de boulot. Parce que vous savez... Alpha, vous avez déjà Non, attention, je vais vous dire une chose. On est dans la post-vérité. C'est quoi la post-vérité? C'est de s'appesantir sur des détails insignifiants et oublier l'essentiel. Ouais. C'est ça la post-vérité. On est dans ça, pleinement dans ce pays. Parce que c'est à travers ces discours populistes, des pratiques populistes. Dire que je vais recevoir ce matin tous les bacheliers, etc. Ça ne sert à absolument rien du tout. Et moi, je conseille à Doumbouya d'avoir l'esprit de Konaté. Konaté, lui, il avait vu le pouvoir comme une forme de patate chaude. Il s'en est débarrassé très vite. Rapidement. Non, très rapidement. Sans même chercher à le conserver. Non, il n'a même pas cherché à comprendre. Il a mis un politicien, c'est ce qu'il aurait dû faire d'ailleurs, parce qu'une transition éminemment politique. Surtout celle de la Guinée. Non, elle est éminemment politique. Ouais. Justement, moi, c'est pour cela que j'invite même les instances internationales à mettre la pression pour que... Il y a des voix aujourd'hui qui disent 3 ans, il faut terminer le mandat d'Alpha Condé de 5 ans, etc. Il ne faut pas qu'on les écoute. Si Doumbouya n'a que la quarantaine, 5 ans après, il peut revenir en costume, cravate et être président dans ce pays. Mais ça dépendra de comment il va conduire cette transition. Ouais, parce que ceux qui soufflent à son oreille, ils sont en train de réussir. Parce que même au niveau des nominations, si vous regardez de très près, en dernier ressort, ce n'est pas lui. C'est pas lui. Il y a tout un lobby qui s'est constitué à côté. Parce que quand on a parlé de Villa 5, Villa 5, Villa 5, etc., il y a des gens qui se sont autoproclamés mentors du gars. Parce que ce qui n'est que du larbinisme. C'est en Guinée où on fait du larbinisme, on dit que non, c'est Nuhu Baldé, c'est mon mentor. Non, parce que je profite de Nuhu Baldé, etc. Et je profite c'est tout simplement cela. Il ne faut pas aujourd'hui, et il faut que les acteurs sociaux, les acteurs des médias, il faut qu'on s'y mette pour exiger nous-mêmes d'abord. On ne connaît même pas les instances internationales pour dire qu'il ne faut pas aujourd'hui qu'on dépasse les 15 mois pour faire une transition dans ce pays. Bien, vous l'avez compris, c'est sur ces mots que nous allons fermer porte-fenêtre de ce numéro de l'émission Diagnostic consacrée aujourd'hui à la gouvernance en Guinée de 2010 et maintenant également nous avons parlé du gouvernement de la transition. J'espère que cette émission vous a aidé à mieux comprendre notamment la question de la gouvernance en Guinée, pourquoi pas du débat autour de cette équipe gouvernementale qui aura la charge de diriger la transition en Guinée. Il ne me reste qu'à vous dire merci vous, chers téléspectateurs, pour votre aimable attention et on se reprend dans cette émission la semaine prochaine avec d'autres acteurs pour parler également de la Guinée dans le sens positif afin que ce pays la bouge. Merci de rester fidèle à cette émission et au revoir.